On évoquait, Dominique, évidemment l'importance de connaître, valoriser l'architecture du XXe siècle, notamment de ce second XXe siècle, si riche et si fécond. Et finalement, que nous enseigne cette période dite des Trente Glorieuses sur notre époque contemporaine? Finalement, ça nous paraît évident, évidemment, de défendre ce patrimoine-là, cette période, mais ça n'est peut-être pas tant que ça. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur l'époque que nous vivons aujourd'hui? À mon avis, elle nous enseigne que les hommes peuvent être enthousiastes, heureux, portés par un moment de la société qui va de l'avant. Et où pour moi, aujourd'hui, nous vivons la totale contradiction, ou en totale contradiction avec ce moment-là, c'est-à-dire que nous sommes en train de plonger dans les interdictions, dans les peurs, dans la ségrégation, dans l'obscurantisme. Et les réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils véhiculent, ne nous auront pas facilité l'accès à la lumière, mais plutôt l'accès à tout ce qui est sombre, sinistre, inquiétant. Et ce grand moment, quand même, qu'ont été les Trente Glorieuses, c'est à la fois un développement économique, mais c'est un développement économique qui profitait à tous, qui profitait à l'ensemble de la population, qui changeait les conditions de vie de l'ensemble de la population, mais en positif. Aujourd'hui, nous vivons un enrichissement qui est totalement canalisé et qui va à l'enrichissement d'un très petit nombre de personnes, ou à l'extrême enrichissement d'un petit nombre de personnes, et à la paupérisation du plus grand nombre. Voilà. Et donc, naturellement, ça donne deux climats complètement opposés. À l'enthousiasme succède plutôt, la pesanteur. Ce que ça nous enseigne aussi, et on va sans doute y revenir à travers d'autres questions, c'est ce moment où l'État pouvait décider de politiques d'aménagement à long terme. On imagine à la fois ce que pouvaient être les projections quand on disait on va faire le Concorde, on va faire le France, on va construire des villes nouvelles, on va faire l'aérotrain, etc. C'est-à-dire qu'on était dans des projections comme ça, à la fois scientifiques, à la fois culturelles, à la fois politiques, à la fois sociétales, de grandes découvertes, de grandes innovations, et une fois de plus de choses extrêmement positives pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, citez-moi un projet à 30 ans d'aménagement du territoire qui ait quelque chance de se réaliser. C'est le moment où effectivement on pouvait libérer du terrain, faire les choses sans être dans cette énorme machine qui s'est mise en place à valider les projets, à contester les projets, à réduire les projets à leur part congrue, la plus congrue possible, et à ne plus avoir de perspective comme ça à longue échéance ou à moyen terme. Et c'est quand même ça qui, me semble-t-il, mobilise les hommes. Enfin, en tout cas, c'est moi ce par quoi je me sens mobilisé. Je me sentirais mobilisé si ça existait encore. Cette période également interroge notre rapport à la modernité. J'ai le sentiment qu'on était naturellement moderne et que nous ne sommes plus jamais revenus à cette idée-là. Oui, bien sûr, bien entendu. C'est pour ça que je parlais d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'il y avait cet esprit, on admet ce qu'on ne connaît pas, on admet la nouveauté, on se plaît à vivre dans la nouveauté, on renouvelle complètement les aménagements intérieurs, on renouvelle les modes de transport, on renouvelle complètement la façon de se nourrir. Enfin voilà, on est dans la découverte des appareils électroménagers aussi. Enfin voilà. Et tout ça va de soi. Dans un grand élan collectif, effectivement, de joie, de joie de vivre. Et d'enthousiasme. Oui, on est enthousiaste à ce moment-là. Tâchons de transmettre quelque chose de cet enthousiasme, finalement, aux générations aussi. Mais je trouve qu'effectivement, on a bien, la lumière d'un côté, l'obscurantisme de l'autre, deux moments de société que nous avons dont nous avons vécu la fin, et puis la mise en place de la période que nous connaissons aujourd'hui, mais la mise en place lente, insidieuse, pas très visible pendant longtemps, et puis d'un seul coup qui se révèle dans toute son ampleur. Voilà. En interrogeant le rapport du politique et de l'architecture. Bien sûr. Qui est l'un des fils conducteurs aussi de toutes les analyses que tu as menées au fil des années.
Et puis, mais on va sans doute y revenir, c'est l'abandon de l'humanisme qui va avec. Voilà. L'abandon de ce moment où on pense le monde. On pense soi, mais on pense soi dans le monde. Et on va mettre en place tout un système d'évolution qui vont permettre de penser ce monde, que ce soit sur le plan du langage. On rêve à ce moment-là d'une langue unique, qui permettrait à tous les hommes de se parler, voilà, de s'affranchir de la barrière de la langue. Donc ça, c'est tout le projet de l'espéranto. Je pense que le projet corbuséen de nouveaux systèmes de mesure est dans la même chose, parce que dans la même veine, parce que c'est le moment où on commence à se dire qu'on peut être agence française mais construire dans les pays anglo-saxons, construire en Asie, etc., et que donc il va falloir trouver un système de communication par les dimensions qui ne soit ni le système métrique ni le système anglo-saxon, et donc il faut créer quelque chose aussi, de même qu'il faut créer un nouveau langage. Enfin, on est dans cette pensée où les hommes comme ça sont vécus comme une chose exceptionnelle qui habite cette terre tous ensemble, voilà. Rêve qui est naturellement s'est effondré au fil des ans et jusqu'à aux barrières qu'on essaye de remettre. Et quand je parle de barrières, c'est les murs, c'est les barbelés entre pays, etc. Enfin, nous sommes quand même tombés bien bas dans cette attitude d'opposition, de fragmentation de la société, etc. On a connu dans ce pays un phénomène que j'estime curieux. À mon avis, il y a 2 pays sur ce continent qui l'ont fait. Ce sont les grands ensembles, ce que nous appelons les grands ensembles, pour répondre à la croissance démographique très rapide après-guerre. Et tu esquisses l'un de ces sujets, l'un de ces exemples dans ton livre sur Breuer, mais j'aimerais bien savoir ce que tu penses de cette histoire. Vaste sujet. N'est-ce pas? Vaste sujet. Une ampleur qui te convient. J'aborderai cette réflexion sur les grands ensembles par un long zoom arrière par rapport à la société française. Je me suis souvent interrogé sur l'opprobre qui a frappé ces constructions, qu'on a appelé les UP, les grands ensembles, mais qu'on a aussi désigné sous forme de clapiers, cage à poules. On a eu de cesse, pendant des décennies, pendant plusieurs décennies, de vilipender ces réalisations. Et finalement, ça pose quand même question, c'est de savoir pourquoi il y a eu toute cette pression contre ces réalisations. Et puis, cette opprobre, elle a été suivie par un grand revirement où on a privilégié les maisons individuelles. On est passé du collectif à l'individuel comme modèle absolu. Donc d'un côté, on vilipende tout ce qui est collectif et on vient repositionner l'individualité comme élément clé de la société. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les choses se passent ainsi? Il y a un côté un peu vade retro Satanas, enfin, quand on désigne les clapiers, les cages à poules et les grands ensembles en général. Puis quand on commence à réfléchir un peu sur le sujet, on se dit quoi? Ou tout au moins, je me dis quoi? 1789 va mettre à mal tout un système qui est celui de la dominance de l'Église et de la noblesse sur le pays. Les églises sont pillées, incendiées, le clergé poursuivi, les nobles, les aristocrates subissent à peu près le même sort. Et d'un seul coup, c'est toute l'organisation d'une société qui vole en éclats. 1789, donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Les gens qui ont été déboussolés, donc cette organisation sociale quasiment encore féodale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de se reconstituer. Et donc, ça va nous donner un 19e siècle qui va être un 19e siècle de religion, de bigoterie, de remainmise du clergé sur la société, notamment, de l'Église sur la société. On va repartir sur les vieilles notions. Et puis,
arrive le premier conflit mondial, donc 14-18, qui va faire à nouveau basculer la raison des hommes et qui va aussi totalement libérer les femmes. Les hommes étant partis au combat, mourant par dizaines de milliers, par millions, la société forcément va se réorganiser en grande partie autour des femmes. Donc vous imaginez par rapport aux valeurs traditionnelles de notre société ce qu'est ce renversement par rapport aux hommes, par rapport à la disparition des hommes et à l'émergence des femmes et à la libération des femmes, la première libération des femmes. Là-dessus, à peine on se remet en route, arrive quoi? Arrive la révolution soviétique, les soviets au pouvoir, le peuple au pouvoir. Vous imaginez toujours par rapport à l'organisation traditionnelle ce que ça représente. Quel bouleversement mental, ça représente. La deuxième guerre mondiale arrive, destruction massive, et on repart sur ce système donc des grands ensembles, parce que il faut effectivement faire face à cet afflux de population. Afflux local, on transfère des campagnes vers les villes, des populations immigrées commencent à arriver, voilà. Et donc il y a besoin de loger les gens et on trouve ce système. Ce système, il est collectif. Ce système, il est à la fois une réorganisation de la société autour de nouvelles valeurs, de nouvelles relations entre les gens. On parlait tout à l'heure de l'introduction de la modernité, de l'évolution même de ce qu'est un appartement. On voit bien qu'on passe de quelque chose qui ressemble à une ferme, à quelque chose qui ressemble à un appartement contemporain. Mais le combat continue. Le combat n'est pas mort, naturellement. Donc les forces qu'on va qualifier fréquemment de réactionnaires sont toujours là. Elles sont toujours là. Et elles n'ont de cesse, finalement, de prendre leur revanche. Et leur revanche, à mon sens, ça va être la maison individuelle. Pourquoi la maison individuelle? Ça me renvoie, moi, à une déclaration assez surprenante que fait le maréchal Pétain quand il signe l'armistice donc avec les Allemands. Il vient au-devant du peuple français et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, écoutez, vous avez tellement péché que vous allez maintenant expier à travers les années de douleur qui vous attendent. Il le dit dans l'ordre inverse, il dit « J'ai signé un armistice, vous allez souffrir pendant des années, mais finalement, ce n'est que l'expiation des péchés que vous avez commis. » Vous imaginez un chef de l'État aujourd'hui venant devant de la population et disant « Écoutez, vous êtes comportés avec des mœurs tellement libres que maintenant, on va vous faire rentrer dans le rang et ce rang, ça va être la douleur de l'occupation et de la guerre. » Surprenant quand même, non? Enfin, moi, ça me surprend en tout cas. Néanmoins, de quoi est-il question? Effectivement, il est question d'en revenir au modèle paysan. Que dit le même maréchal? Il dit la France a toujours été un pays fondé sur la paysannerie. Il donne une interview à une revue américaine et il dit avant-guerre la France était paysanne, à la sortie de la guerre elle sera encore plus paysanne. Donc on n'est pas dans la projection sur la modernité, on est bien sur la projection au retour du modèle précédent, du modèle ancestral. Et à mon avis, quand le gouvernement de la France va passer des mains des gaullistes aux mains des pompidoliens, donc à Albin Chalandon qui va promouvoir les maisons qui vont finalement lui valoir qui vont être désignés comme étant les chalandonnettes, on est bien dans une lutte idéologique aussi. On va quitter les grands rêves de l'après-libération pour rentrer dans une autre forme d'organisation de la société qui se rêve à nouveau par rapport aux valeurs traditionnelles. Et donc pour moi, la fin des UP, l'arrivée de Chalandon, l'arrivée des chalandonnettes, on est en plein dans ce retour volonté de retour à un modèle ancien, un modèle traditionnel de réorganisation de la société autour de ces valeurs traditionnelles. Ça, c'est pour l'analyse globale sur les UP. Les UP, à mon avis, elles parlent de deux autres choses. Elles parlent encore de la capacité de l'État, nous l'évoquions précédemment, à organiser le territoire. C'est-à-dire que l'État, les instruments dont il dispose,
peuvent encore dire, j'organise tel et tel endroit du territoire pour recevoir tant de milliers de personnes. L'autre aspect, c'est la capacité qu'ont les architectes, de par leur formation qui est liée à l'école des Beaux-Arts, à s'emparer d'un site, en saisir les lignes de force et à savoir comment inscrire des volumes dans ces lignes de force. Et naturellement, si on raisonne par rapport aux villages traditionnels qui se sont construits par rapport à un terrain, doucement, lentement, au fil des ans, dominé par la figure traditionnelle du clocher, de l'église, on est là dans une organisation de masse puissante, forte en général, à une toute autre échelle que celle du village, et qui sont mises en scène par cette capacité qu'ont les architectes à analyser le site et à s'implanter dedans. Donc on est dans une démonstration encore accrue de l'émergence de cette nouvelle forme d'habitat. Voilà. Donc autant de choses qui sont perçues, qui peuvent être perçues par une partie de la population comme une provocation pure et simple. Voilà, pour tirer un premier fil sur ce sujet.